c'est Fantine et bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que avec mon regard de recruteuse. Salut Nicolas, tu vas bien? Bonjour Fantine, très bien et toi? Eh bah oui, je suis ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui. Aïe. Depuis le temps que je te cours après pour qu'on fasse l'émission, on y est enfin. Oui, ça y est. J'ai pu me libérer un petit peu et voilà. Ouais, bah, le mois d'août est parfait pour ça. Du coup, bah, forcément, on se connaît un petit peu tous les deux, mais l'idée, c'est que tu puisses présenter un petit peu ton parcours, ton rôle de consultant chez nous, et puis aussi ta vision sur certains sujets. Donc, on verra au fil de l'eau. Oui. Okay. J'essaierai d'être synthétique parce que je suis un grand bavard. Donc On a une demi-heure, donc à toi de voir. Du coup, oui, j'aimerais bien que tu puisses déjà te présenter à ceux qui nous regardent. Voilà, dire ce que tu veux sur ton parcours, comment t'en es arrivé là aujourd'hui finalement. Alors je vais essayer d'être bref aussi parce que bon, mon parcours est quand même jalonné de pas mal de choses. J'ai commencé à travailler au siècle dernier. Je dis souvent au petit... Si, c'est vrai, au siècle dernier. Donc voilà, je vais essayer d'être plutôt synthétique. Bon, je suis un passionné de la tech. Moi, je suis développeur à la base. J'ai commencé en tant que développeur. Tu développais avec quelle techno? Je savais pas ça. Ça s'appelle le PHP, ça te parle? Ah bah oui, ça me parle. Voilà. Ah, t'étais développeur PHP? J'étais développeur PHP au tout début, et puis petit à petit sur des technos plus, on va dire, Visual Basic, Visual C++, un peu de Java aussi, bref, vraiment développeur dans l'âme. En ESN toujours? Alors j'ai commencé plutôt en interne dans des entreprises, alors voilà, commencé un petit peu avec des jobs un peu très disparates, directeur d'exploitation, voire directeur informatique à un moment donné. Oui, mais quand je dis que j'ai un parcours très... voilà, donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de postes, beaucoup de choses différentes à gérer, mais toujours très technique, toujours à mettre les mains dans le cambouis, même encore maintenant d'ailleurs. Donc voilà. Et puis après, petit à petit dans la data, parce que j'ai bien senti que, comme on dit, le 21e siècle, ce sera celui de la data. La data, c'est l'or du 21e siècle. C'est le pétrole même du 21e siècle. C'est pas le seul à le dire. Voilà. Et juste, comment tu as switché de développeur à consultant data? Enfin, comment tu es passé de l'autre côté? Alors, justement, tu le disais, je suis consultant depuis un certain nombre d'années maintenant, plus de 20 ans. Et donc, ce sont les missions en fait qui m'ont amené petit à petit à travailler sur des sujets plus orientés data. Et donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet, à monter en compétence sur les technos liés à la data. Et donc, naturellement, à travailler. Puis après, évidemment, avec l'expérience, on commence un peu à leader des équipes, tech lead, puis ensuite, practice lead, et un petit, après, avec l'expérience, etc., on a tendance un peu après à dire aux autres, à essayer d'être un peu référent vis-à-vis des autres pour leur expliquer un peu comment ça fonctionne dans la data, parce qu'on est quand même un milieu un petit peu particulier. Dans la data, tu veux dire? Oui, les projets data ne sont pas exactement gérés de la même façon qu'un projet, par exemple, en développement pur. Oui. Tu as dû voir la différence, toi qui es un ancien développeur, du coup, justement. Donc c'est formateur. Il y a plein de sujets qu'on n'adresse pas en data et qu'on adressait dans le développement, et inversement. Donc on a des spécificités dans la data. C'est quoi, par exemple, la spécificité sur un projet data En fait, nous déjà, en data, tout ce qui est versionnement, alors je vais être un peu dans la technique là. Oui, mais c'est pas grave. Versionnement, Donc, quand on crée des rapports, par exemple, on n'a pas de versionnement, on n'a pas d'historique des rapports qu'on a développés, on n'a pas. Alors qu'en développement, les bonnes pratiques, c'est attention, versionne bien ton développement. Il faut que tu aies un historique de ce que tu as développé avant, parce que s'il y a un bug quoi que ce soit, tu es en capacité de revenir en arrière. Alors, en data, non. Tu développes, tu publies, c'est effacé, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc c'est quand même une notion un peu différente. Et puis les projets sont pas exactement travaillés de la même façon quand on commence à leader une équipe, quand on commence à travailler par exemple sur de l'avant-vente aussi. On commence à voir un petit peu, on a des personnalités un petit peu particulières, comme l'architecte data par exemple, comme le développeur data. Ce sont des personnes qu'on ne pourrait pas employer à autre chose que de faire de la data. Alors que je l'ai déjà fait, des personnes qui sont orientées dev peuvent plus facilement aller vers la data que l'inverse. Dans un sens, c'est pas l'autre. Je vois. Donc ça m'est arrivé parce que on a eu des périodes dans la data où c'était très compliqué de trouver des développeurs, alors, il faut le dire, dans un domaine où on a du mal à recruter, on a du mal à avoir de bons profils. D'ailleurs, le terme développeur data, on le trouve de moins en moins, je trouve.
toi t'en parles là pour le coup. Oui. Mais nous, dans le recrutement, c'est vrai que je le vois très peu, tu vois. C'est aussi une spécificité, c'est-à-dire que le développeur data en lui-même, l'ancien développeur que je suis te dirait que ça n'existe pas, un développeur data. Bah, c'est pour ça que je t'en parle aussi. Voilà, parce qu'en fait, développer des rapports, alors, je cite un produit qui est par exemple Power BI, mais c'est pareil avec les autres logiciels, les autres solutions du marché. En fait, il n'y a pas vraiment de développement au sens propre. Tu vas pas coder, enfin ça c'est certain. Il y a un peu de code, mais je dirais que 80-90% du développement, c'est surtout du paramétrage, c'est mettre des visuels à droite, à gauche, comment on les alimente, etc. C'est du glisser-déposer parfois. Donc, le pro du code, l'ancien du code que je suis, te dirais, c'est pas vraiment du code. C'est pas du dev, ouais. Mais voilà, par abus de langage, on a tendance à dire un développeur data parce que c'est quelqu'un qui va construire des rapports, développer des rapports, mettre à disposition des rapports. Parfait. Donc, tu as eu un parcours finalement où tu as suivi un peu le mouvement avec les différentes missions que tu as eues. Voilà, ça s'est fait naturellement. Complètement. Et du coup, tu es passé consultant, tu nous disais. C'est quoi, est-ce que tu as senti une différence entre le rôle justement de consultant et auparavant un rôle peut-être plus 100% technique que tu avais, tu vois, et quelle est la différence? C'est pas le même métier. C'est-à-dire qu'un développeur, on en retrouve beaucoup en interne dans plein d'entreprises. On a des développeurs, des personnes qui sont purs techniciens. On leur donne un travail à faire, ils développent, ils livrent, ils débuguent, etc. Voilà, ça c'est un développeur, un analyste, comme on dit. Voilà. Un consultant, c'est quelqu'un qui va prendre en charge un besoin d'un client, qui va l'analyser, qui va essayer de le comprendre, et qui ensuite va partir dans l'aspect plutôt technique pour répondre aux besoins. Mais il y a tout un aspect posture vis-à-vis d'un client. Donc c'est pour ça qu'une ESN, on parle des clients, mais pas des responsables. Non. Mais on travaille pour des clients. Et en fait, ces clients-là, on doit analyser leurs besoins. Il y a toute une phase d'analyse, de compréhension, et ensuite apporter la solution la plus adéquate. Donc on est moins dans l'exécution. Tu as un vrai rôle de conseiller en fait, c'est ça. Consultant, on consulte et il y a un rôle de conseil, et un rôle de sachant aussi, donc d'expérimentation, d'expérimenter, donc d'expertise aussi. Donc il y a ça aussi à apporter. Et donc le posture du consultant, c'est vraiment d'être en capacité de répondre à un besoin d'un client ou des besoins d'un client, ou quel qu'il soit, dans des domaines en plus très différents. Alors qu'un développeur va interne dans une entreprise. C'est une entreprise bancaire, par exemple. Le développeur va bien connaître les éléments de langage du domaine bancaire, va être complètement dessus, comprendre, etc. Donc, il va pouvoir apporter vraiment l'aspect uniquement technique. Un consultant... Il va récupérer les données que quelqu'un... le recueil du besoin que quelqu'un aura fait à sa place avant. Et puis, de toute façon, il est tellement sachant dans le domaine que je dirais qu'il est un peu dans sa zone de confort et donc il ne va pas nécessairement s'intéresser aux besoin, mais plutôt dans sa réalisation parce qu'il connaît déjà un petit peu comment ça marche, il est au cœur du réacteur. Un consultant, il arrive sur une mission, il n'a pas nécessairement toute la compétence du domaine métier et donc il va devoir s'intéresser au métier, comprendre le besoin et donc avoir cette démarche un peu de je suis pas qu'un technique, je suis aussi quelqu'un qui va comprendre des besoins fonctionnels. Et l'avantage, ce que j'entends souvent en tout cas des consultants, c'est que justement ils sont vraiment au cœur, comme tu dis, et ils voient un projet dans son entièreté. Alors que quand tu es 100% technique et que tu n'as pas forcément ce rôle de conseil, tu appliques la technique. Il y en a qui adorent ça. Attention, c'est pas péjoratif ce qu'on dit. Bien sûr. Voilà, j'admire les 100% techniciens d'ailleurs. Mais quand tu as la posture conseil, tu vois un peu la chaîne de A à Z. Et ça, c'est un vrai avantage parce que ça te permet, comme tu dis, de comprendre et d'avoir cet intérêt. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est comprendre effectivement le besoin, d'y répondre et d'avoir la satisfaction d'y avoir répondu à la fin. Exactement. Quand le client est satisfait, qu'on a passé la phase de test. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais tous les jours. Il y a un vrai, je dirais, une vraie compréhension de quelque chose et puis de à quoi ça sert. Donc on est dans le rouage, mais on comprend le rouage dans son ensemble. Alors qu'effectivement, un pur dev tech qui n'a pas cette posture va rester qu'un rouage parmi l'ensemble des rouages. Il ne va pas nécessairement comprendre à quoi il sert, ou en tout cas il va se dire il sert à quelque chose mais il veut pas nécessairement comprendre pourquoi. Toute la chaîne. Donc encore une fois, il y a de très bons techniciens, il y a de très bons consultants qui sont de très bons techniciens, donc voilà, on peut être très bon consultant en étant très bon technicien également. Exactement. Et juste une question, du coup, toi qui es très technophile, et justement tu l'as dit au début, tu es un vrai tech et tu as toujours été les mains dans le cambouis, passer avoir ce rôle justement de consultant, parce que je sais que moi il y a des candidats que j'ai au téléphone qui parfois me disent non, moi ça m'intéresse pas forcément, je veux garder les mains dans le cambouis, je suis un vrai fan de ce que je fais techniquement, etc. Et j'ai pas forcément envie d'avoir un rôle, certains comprennent ça comme un rôle de commercial alors que c'est pas du tout, il y a une fibre et une aisance relationnelle à avoir évidemment, mais
c'est des métiers bien distincts. Toi, est-ce que tu aurais des conseils et comment tu as vécu la chose justement de ton côté en tant que pure tech, tu vois? Alors, le passage au rôle de consultant, j'ai envie de te dire, il est heureusement ou malheureusement un peu inné. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne seront, heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de oui, c'est des soft skills que tu as déjà pour la plupart en toi. Il y a une partie quand même qui est assez dans l'inné, de se dire, il y a des personnes qui vont être capables d'avoir ce rôle de consultant, qui vont être capables d'aller voir un client, d'avoir cette approche un petit peu, je sors un petit peu de la partie pure tech et j'essaye de comprendre un besoin, surtout face à quelqu'un qui n'a souvent pas de compétences techniques. Donc l'idée, c'est de comprendre le besoin, de l'analyser, de vulgariser, faire des pédagogue. Et puis il y a toute cette approche aussi, la discussion, l'échange. On ne peut pas parler pure technique avec un client qui n'a pas conscience de la partie technique d'un projet. Quelqu'un, par exemple, qui aurait ces soft skills en lui, mais l'entreprise dans laquelle il est ou elle est peut pas forcément lui permettre justement d'avoir ce rôle. Peut avoir peur des fois, tu vois, d'aller vers ce rôle de consultant. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là et quels avantages toi t'en tires d'être passé de ce côté? Alors déjà, première chose, si on souhaite être consultant, déjà, la façon la plus simple, c'est de faire partie d'une USN. De toute façon, le rôle devient de lui-même. De toute façon, on commence tech et très vite, on nous met dans une posture de consultant. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Si on n'a pas l'occasion, si on n'a pas la possibilité, alors ça, je pense qu'il y a aussi une relation de confiance avec son responsable aussi, de se dire, bon, je vais être en capacité de l'idée de trucs de bout en bout. Je pense qu'il faut être aussi capable de prouver qu'on est dans la capacité d'avoir ce rôle, même si on est interne dans une entreprise qui n'a pas vocation non seulement nécessairement à faire monter les gens en termes de consultants. Quitte à faire des petits projets internes et montrer qu'animer des ateliers, des réunions, des choses comme ça, c'est quelque chose dans lequel tu es à l'aise. J'ai envie de te dire, il y a aussi la maturité toute simple. C'est-à-dire que, j'ai rarement vu des consultants sortir de l'école. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de l'école en étant consultant. Non. C'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience, avec la confiance en soi aussi. Se dire que, avec les expériences, on commence un petit peu à être rodé. La légitimité aussi. Tu peux pas conseiller, enfin, si tu peux, mais conseiller un client quand tu sors d'école, c'est pas forcément pareil que quand tu as 5 ans. Déjà, la légitimité se fait avec les années. Souvent. Et donc après, évidemment, certains y arrivent plus facilement que d'autres, plus rapidement que d'autres. Il y a aussi l'aspect personnalité, et personnalité, encore on en revient à ça, c'est que on a des personnes qui sont naturellement amenées à être plus facilement, en tout cas on va leur donner plus facilement confiance parce qu'on se dit, lui, parle bien, il va pouvoir échanger avec des métiers, c'est quelqu'un qui va se renfermer dans la technique de façon abrupte et directe. Mais voilà, donc et encore une fois, on en revient à la personnalité. Alors, des personnes peuvent vouloir être consultants sans avoir nécessairement la personnalité, donc là, il faut se faire un peu du mal. Mais c'est ouvert à tout le monde. Encore une fois, il y a beaucoup de méthodologies, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est un peu mon credo de la posture de consultant. Faire du mentorat et les accompagner. Exactement. Moi, mon idée, c'est vraiment de faire monter des personnes qui sont très tech dans des rôles justement de consultants. Et évidemment, il y a des choses qui s'acquièrent, qui s'apprennent aussi quand même. Il y a un terrain, on va dire, fertile, et après, on sème des choses pour récolter quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il y a toujours, de toute façon, dans chaque tech, il y a une part de consultant. Mais voilà, est-ce qu'on veut la cultiver? Est-ce qu'on veut la faire grimper, etc. Et puis surtout, est-ce que cette part est importante ou est-ce qu'elle est ridicule? Et à ce moment-là, c'est juste quelques échanges par mail avec un client un peu fonctionnel pour dire j'ai compris ton truc et je vais le développer. Mais voilà. Donc on est. Il y a les deux. Tout n'est pas aussi simple en se disant tous les techs peuvent venir consultants puis ensuite avoir un rôle de lead, de manager, etc. Moi je le vois en entretien, des fois il y a des très bons profils, je les projette pas sur un rôle de consultant, en tout cas pas chez nous, chez Expertime. Encore une fois, c'est Laura qui dit ça, la DRH. Il y a toujours des très bons candidats, mais ils sont pas toujours faits pour venir chez Expertime pour le coup. Et c'est ok. Mais du coup, tu le vois en entretien et je me dis du coup cette personne-là, techniquement, c'est génial. Mais je sais qu'en effet, elle pourrait pas forcément avoir un rôle comme toi tu as aujourd'hui chez nous. Et justement, du coup, on n'a pas encore vraiment parlé de ton rôle chez nous. Donc tu l'as dit à demi-mot. Donc tu manages une équipe. C'est ça. Pour le coup, t'as combien de personnes sous ta responsabilité? Une dizaine de personnes. Ouais. Voilà. Et comment t'es arrivé aussi chez Expertime, tu vois, ça on en a pas encore parlé. Tout à fait. En tout cas, ce qui m'a amené chez Expertime, première chose, c'est l'ambiance, l'entreprise à taille humaine. Oui. Ça, tu l'as perçu, l'ambiance, même à travers les annonces, des échos que tu as vus, les communications, tout ce qui est sur LinkedIn, etc. On sent quand même que il y a des choses qui se font, il y a des événements, il y a
il y a l'envie en fait d'avoir une bonne ambiance et de garder cette bonne ambiance aussi parce que l'entreprise en fait est relativement petite, tout le monde se connaît et donc c'est vrai que ça amène, c'est un cercle vertueux en fait, ça amène des choses comme ça qui font que les gens se côtoient, on l'habitude de se connaître, se parlent, il y a des événements, il y a des choses ça paraît simple mais c'est vrai qu'il y a des entreprises tellement grandes que tu peux même pas te parler et tu connais pas tout le monde. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des entreprises où en fait on arrive le matin au bureau, on se salue à peine et le soir on repart. Et voilà, c'est le seul échange qu'on peut avoir avec certaines personnes, c'est une discussion d'ascenseur, comme on dit. Et encore, voilà, non, mais il y a voilà, donc là, cet aspect-là est pour moi très important parce que, en fait, on reste des êtres humains, même si on est dans la tech, on reste aussi des êtres humains. On a besoin d'échanger, on a besoin aussi de s'apporter des choses les uns aux autres. Et si on reste chacun dans notre coin à faire notre travail de consultant, finalement, est-ce qu'on se développe bien, est-ce qu'on s'épanouit correctement? Je pense que non. Donc tu avais besoin de retrouver cette proximité, du coup, cette ambiance. Cette ambiance, et puis ce côté un petit peu facilité d'accession aussi à des personnes qui sont aussi dans du top management, voilà, des gens ça revient souvent, hein, c'est marrant, mais je le constate aussi. C'est important aussi parce que ça amène aussi des discussions qui sont intéressantes sur comment Expertime fonctionne, et puis ça nous fait évoluer aussi, ça nous fait apprendre des choses. Donc ces échanges-là, on les a pas si effectivement on est dans une organisation tellement vaste, tellement grande que finalement on n'est qu'un numéro de matricule parmi d'autres. Et c'est pour moi essentiel dans notre épanouissement. C'est ce qui m'a fait venir aussi ici. Et même la première fois que j'avais vu le deuxième étage, du coup là où il y a tous les l'open space avec tous les consultants. Et j'avais vu du coup notre directeur général, donc Philippe, qui était assis à côté en fait, et je me suis dit mais il n'a pas son bureau en fait isolé de tout le monde, il est vraiment au cœur de l'open space quoi. Et bien sûr quand il y a des sujets confidentiels etc, il s'isole comme tout directeur général, ce qui est normal, mais ça m'a vraiment étonnée dans le bon sens. C'est exactement ma conception du lead. En fait pour moi un lead c'est pas quelqu'un qui est dans son coin, dans son tour d'ivoire etc, c'est quelqu'un qui est au cœur de ses équipes. Et ça c'est très important. Moi c'est comme ça que je suis avec mes équipes. C'est-à-dire d'être vraiment je te vois, c'est sûr que tu es au centre sans être au centre. Je ne veux pas être au centre pour être au centre et capter l'attention. Je suis parmi eux. En fait, moi, mon équipe, si on voit mon équipe devant soi, en fait, on ne saura pas me distinguer comme étant le practice lead. En fait. C'est ça qui est important pour moi. C'est je me fonds dans l'équipe. Et comment tu fais justement pour accompagner cette équipe? Tu as parlé de la montée en compétences un petit peu vers le rôle de consultant, donc ça je pense qu'on peut pas forcément y revenir, mais plus sur leur accompagnement au quotidien. Tu mets en place des rituels, tu mets en place des petites effectivement, choses. Les méthodes, important. Il faut cadrer les choses. Parce que surtout avec 10 personnes ou plus. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut du cadre. Et puis c'est de toute façon indispensable, puisque quand on a, que ce soit des juniors ou même des personnes plus confirmées, on a besoin à un moment donné de mettre du cadre, de la méthode, du modèle de fonctionnement, des rituels. Donc moi, par exemple, un rituel que je fais et que j'apprécie beaucoup, c'est des entretiens réguliers avec chacune, ce que j'appelle les one-to-one, avec chacune des personnes de mon équipe. J'ai un one-to-one tous les trimestres. Ok. Et tu revois les objectifs, ça sert à quoi? On revoit les objectifs, on revoit les missions, on revoit tout, la perspective d'évolution même à plus ou moins longue échéance, comment ils se sentent chez Expertime, comment ça va, etc. Alors évidemment, ça n'empêche pas d'avoir des one-to-one en dehors de ces entretiens un petit peu. Mais tu t'adaptes, il y en a qui ont peut-être plus besoin que d'autres. Voilà. Et à chaque fois, je leur dis dans ces entretiens, surtout, n'hésite pas, si tu as la moindre question, la moindre interrogation aussi, si tu ne te sens pas bien, etc., contacte-moi. Un Teams, et on fait un call et on en parle, etc. Ouais, t'es dispo et accessible. Voilà. Mais déjà, j'ai ce rituel de dire tous les trimestres. Ça évite effectivement que pendant X mois, on laisse dériver une personne dans un sujet et sans le voir. Donc, il est essentiel de maintenir ce contact. En dehors du contact qu'on a habituellement dans les bureaux où on se parle, etc. Là, c'est vraiment focus sur... Un peu plus formel, on parle de toi. Et surtout, on parle de toi. Comment ça va, comment ça se passe, comment tu te sens, ta mission, tu te sens bien, des perspectives d'évolution, que ce soit en termes de carrière, de mission, etc. On parle de tout. Tout est ouvert. C'est bien parce que quand tu n'as que... souvent, les grandes entreprises, elles vont avoir des entretiens annuels. Et c'est juste comme son nom l'indique, c'est annuel. Et en dehors de ces points-là, il n'y a pas forcément de proximité et d'échange. Et je sais que ça, j'essaye de le mettre un maximum en avant quand j'ai des candidats et candidates au téléphone. Parce que justement, la plupart qui sont dans des grandes ESN, on en a parlé un peu à demi-mot tout à l'heure, mais ils ne vont pas forcément avoir cette proximité. Et d'autant plus ceux qui sont chez le client.
ils sont totalement coupés de leur ESN et de leur manager direct, du coup. Ils vont se sentir plus appartenir aux clients chez qui ils vont travailler que l'entreprise dans laquelle ils sont, tu vois. Le risque du consultant. Exactement, c'est ça. Le consultant en ESN a souvent plus d'interaction avec son client, avec l'entreprise de son client, et effectivement peut être amené à un moment donné à se poser la question, je suis chez qui? Donc, et tu le disais, un entretien annuel, 1 an, c'est très long. Surtout il peut dans se notre passer domaine. 1000 choses. Il se passe énormément de choses en 1 an. Donc, il faut être en capacité de garder ce lien. Alors, à la fois en faisant venir sur site les consultants, ça c'est très important aussi, mais également d'avoir ces entretiens. Encore une fois, moi je dis le one-to-one, il t'est dédié, il est à toi. Donc, fais-en ce que tu souhaites en faire. C'est génial de faire ça. Et c'est une discussion libre. En fait, je me mets même plus dans le rôle du lead, je me mets dans le rôle j'appelle un peu une sorte de comment on pourrait dire ça? De coach, de papa, oui, de quoi? De coach. Ah, papa, peut-être pas. Quoique pour certains, je pourrais être leur père. Mais non, plutôt dans le rôle de coach. Un mentor, un peu, quoi. Voilà, du mentoring. C'est vraiment, il n'y a pas de relation de hiérarchie précise à ce moment-là. Je suis pas dans le jugement. D'égal à égal, quoi. Voilà, c'est explique-moi ce qui se passe, etc. J'apprécie parce qu'il y a une parole qui se libère à ce moment-là et on peut sentir effectivement ces petites pointes de tension, voire même des fois des petites choses qui vont pas, et à ce moment-là on peut réagir et du coup garder justement cet aspect du coup c'est ce qui définit aussi une entreprise, c'est le bien-être de ses collaborateurs. Je vais pas te dire l'inverse en tant qu'RH. Voilà, donc d'avoir ce lien et de pouvoir détecter éventuellement un risque chez un consultant, c'est aussi de pouvoir lui permettre de continuer de grandir et de continuer de s'épanouir et de ne pas l'amener dans une frustration. Donc ce lien, au fur et à mesure, est intéressant, est important. De l'avoir une fois par an, en fait, en 1 an, la personne, elle peut être très bien en janvier d'une année, et puis le mois de janvier de l'année suivante, il est quasiment en burn-out ou en phase de... T'es pas que là pour valider les congés et faire l'entretien annuel, quoi. Ça c'est sûr. Ah oui, complètement. Je te remercie pour cette vision que tu as en tout cas du management, une partie, parce qu'encore une fois je pense qu'il y a encore plein de choses que tu aurais aimé partager là-dessus. Sur Expertime, du coup, pourquoi tu es venu? Je sais qu'il y avait l'ambiance, on avait évoqué aussi un petit peu hors caméra, si je peux me permettre, le partenariat aussi qu'on a avec Microsoft, du coup. Oui. Tout à fait. Ça, du coup, tu l'avais aussi perçu, Expertime était déjà identifié pour toi avant d'arriver sur ce tableau-là? Ah, pour moi, alors là on va parler Microsoft. Ah oui, forcément. Pure player Microsoft. Oui. Je pense que la proximité, quand on est pure player Microsoft, cette proximité qu'on peut avoir avec l'éditeur, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se considérer être 100% sur les technos Microsoft sans avoir des relations, je vais dire intimes, en tout cas proches. On se comprend. Voilà, proches avec nos interlocuteurs chez MS. Pour moi, c'est essentiel. Il faut garder ce lien, il faut avoir un lien. C'est un partenariat, mais c'est plus qu'un partenariat. C'est une confiance réciproque. Et donc, ce qui m'a aussi décidé à rejoindre Expertime, c'est ça, c'est ce lien qu'il y a avec MS, et le fait d'être souvent là-bas. C'est vrai que Paris, ça m'avait aussi étonné quand je suis arrivée. Il est où un tel ou voilà. Il est chez Microsoft. Chez Microsoft. Sur le coup, moi qui venais pas de ce milieu-là où il y avait un pure player ou une relation avec un éditeur, je comprenais pas forcément l'intérêt. Mais en fait, il y a tellement d'intérêts. Maintenant, je les ai en tête. Mais c'est essentiel, c'est indispensable. Sans ça, pour moi, si on n'est pas chez MS régulièrement, on ne peut pas se considérer comme partenaire MS. Et d'ailleurs, comme un client, ou voilà, c'est comme un client. Si on n'est jamais chez le client et qu'on partenaire, enfin, il y a cette relation qui se tisse, qui s'est tissée et qui, maintenant depuis plusieurs années chez Expertime. Et puis d'ailleurs qui est récompensé, puisqu'aujourd'hui on a des récompenses, notamment cette année avec le Ward. On sent la fierté dans tes yeux. C'est extraordinaire. Génial. Pour connaître un peu le sujet, c'est très très. Moi je le prends comme vraiment. J'ai fait citer l'équipe parce que pour moi c'est d'abord l'équipe qui a obtenu ça, qu'il faut féliciter. C'est l'équipe qui a obtenu cette récompense, mais c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir ce genre de récompense. Et même quand tu n'es pas dans l'équipe data, moi quand j'ai appris qu'il y avait cette award, c'est une super nouvelle. C'est une façon de Microsoft de dire, dans la data, aujourd'hui, notre partenaire en France, c'est Expertime.
Oui. Donc c'est une reconnaissance d'un travail aussi, parce que derrière c'est pas gratuit. Hein. Oui, ça tombe pas du ciel, ça c'est sûr. Sachant qu'il y a de la concurrence aussi, donc ça me rend très fier. Et encore une fois, je le redis, c'est le travail d'une équipe, ce travail de plusieurs années. Maintenant, il va falloir le garder. Et tu connais un peu les critères pour devenir, pour avoir cet award du coup? Alors c'est assez compliqué. Ouais. Alors c'est déjà Microsoft qui décerne ces awards, okay. Donc il n'y a pas de souscription, il n'y a pas de on n'est pas dans il faut livrer ça. Alors dans la data aujourd'hui, si je rentre un peu dans la technique, il y a effectivement une solution qui est promue par Microsoft, c'est Fabric. Oui. Donc déjà, si on ne s'intéresse pas à cette solution-là, bon, c'est sûr qu'on. Ouais, t'es un peu mis de côté sur. C'est compliqué. Disons qu'il faut être innovant. Oui. Il faut suivre en fait Microsoft dans ses avancées technologiques. Donc il faut être vraiment à l'écoute. Et encore une fois, ce partenariat, cette proximité avec Microsoft le permet. C'est-à-dire se dire, on anticipe un maximum. Avant que nos clients demandent ces solutions, on anticipe. Nous, on les teste. On gagne de l'expertise. Donc en fait, aujourd'hui, sur Fabric, on est quand même capable aujourd'hui d'avoir beaucoup de REX, beaucoup de retours d'expérience sur nos projets. Donc on est en capacité aussi de conseiller nos clients grâce à ça, et aussi parce que Microsoft nous a fait confiance dans le fait de monter en compétence sur cette techno. Donc ça faisait partie de leurs critères pour nommer cette personne. Voilà, alors on n'a pas nécessairement tous les critères, tout n'est pas bien détaillé, mais voilà, l'idée c'est derrière, quelle est aujourd'hui l'entreprise sur laquelle on se fonde complètement sur la partie data, on fait confiance complètement pour orienter même nos clients à aller vers cette entreprise. Donc pour nous, c'est même un vecteur aussi de croissance, parce que derrière, ça veut dire de nouveaux clients, avec en plus le petit tampon de Microsoft pour dire vous voyez du Fabric, vous acté, allez voir Expert Time, on vous ment pas. Vous avez les meilleurs experts. Ouais. Okay. Et voilà, j'en suis encore vraiment fier parce que je me dis on a par rapport à l'équipe, on a des personnes qui sont vraiment lead en France. Ce sont ce sont les meilleurs en France sur Fabric. C'est génial. Et c'est Microsoft qui le dit. Ouais, mais c'est sûr. Donc c'est effectivement, ça ne peut rendre que fier. On sent l'émotion. Oui, parce que moi je sais que c'est pas évident à avoir, et je pense que nos concurrents doivent se dire on le sait, il y a de la concurrence. Je veux dire, le nombre de SN en France est assez conséquent. Le nombre de SN qui font du Microsoft, qui fournissent de la solution sur Microsoft, quand même beaucoup. Oui. Donc de se dire sur la data, boum, on est les leaders, on est les premiers. Mais encore une fois, ça, comme diraient certains, ça nous oblige. On est obligé derrière de se dire, maintenant qu'on l'a, il va falloir garder. Continuer, oui, c'est ça. Un peu comme la Coupe du Monde au foot. On l'a eu une fois, maintenant. Il ne faut pas que le soufflet retombe, comme on dit. Complètement, il ne faut pas se relâcher, il faut continuer de travailler. On est sur la bonne voie, mais il faut continuer d'avancer et continuer à faire ce qu'on fait, en fait. Oui. On fait très bien. C'est génial, j'espère que l'équipe te regardera et prendra toutes les félicitations que tu leur donnes. Franchement, cet award, c'est surtout pour eux. Je te remercie pour cette vision aussi partenariat Microsoft, et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est au cœur des sujets pour en parler. Moi j'aime bien à la fin du coup des interviews demander à la personne qui est en face de moi si tu as une veille, comment tu fais ta veille techno, est-ce que tu as des ressources, ça peut être des ressources aussi personnelles, des livres, peu importe, mais vraiment des choses que tu as envie de partager qui te semblent utiles. Alors si c'est sur la partie technique, la partie techno, ça peut, oui. Tout à fait. Il y a suffisamment de ressources, mais tu peux les citer? Ah oui, bien sûr, on les mettra en lien si on peut. Alors il y a le club Power BI, que je connais un petit peu, qui est quand même la ressource francophone numéro 1 sur Power BI. C'est sur LinkedIn, YouTube, c'est un site pur? Alors il y a le site, et puis effectivement il y a YouTube avec un certain nombre de vidéos maintenant, parce que je pense encore plus qu'Expert Time. Il y a beaucoup de vidéos. Non, mais il y a des années de vidéos. Je pense qu'on doit être à, je sais pas, ils doivent avoir fait 250, 300 heures. Je ne saurais dire, mais avec beaucoup d'historique. Et toujours un peu pareil, toujours à l'affût des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités du produit, dans une bonne ambiance, avec une équipe quand même qui est plutôt sympa. Okay. Et puis derrière, voilà, donc il y a le YouTube, il y a le site, et puis il y a le Meetup, il y a le site Meetup pour s'inscrire aux différentes événements, puisque en fait ce sont des événements, alors parfois en présentiel, on est revenu en présentiel maintenant sur ce genre d'événements, mais beaucoup de distanciel avec du coup en YouTube en direct. Donc c'est ta ressource que tu recommandes Alors voilà, ça c'est sur la partie Power BI. Bon, maintenant il y a le Club Fabric, bien sûr.
qui est du coup là beaucoup moins orienté sur la partie purement restitution, mais sur l'intégralité des fonctionnalités, des outils qui composent, des fonctionnalités qui composent Fabric. Donc le Club Fabric, pareil, dans la même, de toute façon, on est à peu près sur les mêmes équipes, les mêmes fondateurs, donc on a beaucoup de similitudes entre les deux, voilà, tout à fait. Là, ils font leur entrée d'ailleurs à peu près en même temps, donc en termes d'événements, ils vont avoir des événements communs sur le début d'année. Et puis après, en termes de livres, on a des livres sur Fabric. Alors voilà, donc on sent vraiment le pur tech qui nous donne des ressources techniques. Voilà, sur la partie technique, voilà. Alors après, ce que je peux reprocher au livre par rapport effectivement aux ressources qui sont plutôt orientées web, c'est que le livre, une fois qu'il est écrit, compliqué de le faire évoluer. Mais ça reste quand même des choses importantes à avoir dans sa bibliothèque, surtout si on est dans le monde de la data, tout à fait. Donc le titre du livre, c'est T'en as un Il faut que ça me revienne. C'est Fabric. Bon, il y a Fabric dans le titre, ça c'est sûr. Ou l'édition, ou. On mettra en description. Sinon, tout à fait. Sur le coup, ça me revient plus, mais ouais. T'inquiète pas, je voulais pas. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, que tu aurais aimé partager sur ce temps ? Après, effectivement, il y a tout ce qui est lié au rôle de consultant, mais ça, je dirais que la littérature est quand même assez large maintenant, aujourd'hui, sur Internet. Je pense que de toute façon, le rôle de consultant ou de lead, je pense que ce sont des choses de toute façon qui s'apprennent sur le terrain. Les ressources, on va dire que moi, ce que je partagerais beaucoup, c'est les ressources techniques, parce que ça permet aussi de monter en compétences autrement que par l'intermédiaire des missions. Par contre, effectivement, toute la partie maîtrise, monter en compétence sur la partie consulting, la partie métier, lead, ça c'est vraiment l'expérience du terrain, des missions. Donc encore une fois, ma recommandation, ce serait effectivement de multiplier les missions, de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est plutôt des conseils, on va dire. Oser sortir de sa zone de confort. Par rapport à mon expérience, se dire, si j'avais un conseil à donner à des consultants, alors après ils en font ce qu'ils veulent, c'est évidemment éviter de rester dans une zone de confort, quelle qu'elle soit, même technique, mais en tout cas au niveau consulting, et sortez de votre zone de confort. Allez soit vers le même client, mais avec une autre posture, avec une autre forme d'activité, ou alors sortez et allez voir d'autres clients. Enfin, essayez, chaque fois de vous mettre un petit peu de votre bulle un peu. Vous mettre un petit peu, pas en difficulté, mais un peu de challenge. C'est comme ça qu'on progresse. Parfait. Voilà. Et du coup, rien de mieux pour ça que de venir peut-être dans ton équipe. Exactement, oui, parce que oui, évidemment, je suis le premier à pousser à ça, justement, à faire en sorte qu'on évolue. Je fais la transition. Exactement. Bon, génial. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présence et puis tout ce que tu as pu nous partager. C'est très court, mais on aura peut-être l'occasion de refaire d'autres vidéos plus tard. C'est comme les vacances. Donc merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés et de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc merci. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez toutes les informations dans la description et on a de nombreux postes ouverts, donc vraiment n'hésitez pas et je vous souhaite une très bonne journée.